À quoi ou à qui sert la différence des sexes? À quoi ou à qui sert justement le fait qu'on ait besoin d'enrégimenter les individus dès la naissance dans ces deux catégories, c'est-à-dire on ait besoin d'élever nos enfants, non pas comme des enfants, mais comme des garçons ou des filles, et puis que quand nous nous identifions, nous ne nous identifions pas prioritairement comme des humains, mais toujours comme des hommes ou des femmes. À quoi ou à qui est-ce que ça sert? En fait, ce qui est très frappant, justement, dans les sociétés contemporaines, dans les sociétés, je ne sais pas si je peux dire modernes, c'est que, en fait, les différences physiques aujourd'hui ont très peu d'incidence sur la capacité qu'a X ou Y à faire tel ou tel emploi, à réaliser telle ou telle tâche dans la société. Et pourtant, nous faisons peser un poids très important sur cette différence des sexes, c'est-à-dire nous justifions un certain ordre social à partir d'une référence à la biologie, alors que la biologie elle-même ne porte pas de justification pour ces différences sociales. C'est-à-dire, en fait, on s'appuie sur des différences biologiques pour justifier un ordre social. C'est-à-dire, on prend prétexte, en fait, des différences biologiques pour justifier un ordre social qui n'a aucune base biologique. Il n'y a pas de... C'est pas, par exemple, le nombre d'emplois qui requerraient, par exemple, de la force physique. Bon, il y en a assez peu, finalement. Mais ce n'est pas pour ça que dans les emplois qui ne requièrent pas la force physique, on trouve autant de femmes que d'hommes. Ça se joue ailleurs. Alors, Goffman a proposé la notion de réflexivité institutionnelle. Il dit, c'est une caractéristique de l'organisation sociale qui a pour effet de confirmer nos stéréotypes de genre et les formes dominantes d'arrangement entre les sexes. Et dans son livre qui s'appelle justement L'arrangement des sexes, il en repère 5, il dit la division du travail entre les hommes et les femmes, la manière dont les frères et les sœurs sont socialisés, les pratiques relatives aux toilettes, je vais y venir dans un instant, la sélection à l'embauche, et notre système d'identification. Je vais y revenir aussi. Alors, justement, donc toujours sur un peu pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne concrètement, cette histoire d'effacer les sexes de l'état civil. Est-ce qu'une fois qu'on aura effacé les sexes de l'état civil, ça fait partie un peu des choses que j'élabore de manière fictionnelle dans le livre, est-ce qu'on va avoir des toilettes unisexes, par exemple? Est-ce qu'on va être heureux, on aura des toilettes unisexes? Bon, vous savez que ça fait peur aux gens, en fait. Par exemple, quand je parle d'égalité des sexes, une fois on m'a dit « Mais vous savez, en Suède, on a voulu obliger les hommes à pisser assis, par exemple. » Donc, il y a quelque chose qui est vraiment lié à notre identité, qui est vraiment très fort autour de ça. Les toilettes unisexes, moi, la question s'est posée pour moi quand régulièrement... il y a une queue interminable devant les toilettes des femmes et puis il n'y a personne aux toilettes des hommes, mais il y a quelque chose de sacré qui fait qu'on ne franchira pas ce tabou. Pourtant, on est dans un endroit, je ne sais pas, à l'Opéra de Paris, par exemple, vous voyez, un endroit où il n'y a pas de risque d'agression ou quoi. Mais malgré tout, il y a un tabou qui ne peut pas être franchi. Pourquoi pas des toilettes unisexes, finalement, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'en termes de gestion, ça ne serait pas plus efficace? Et en fait, ici, je m'appuie donc sur la manière dont Goffman travaille la chose. Il dit, la société instaure un rythme ensemble séparé, c'est-à-dire en fait on vit ensemble, mais il y a plein de moments qu'on doit vivre séparés. Et les toilettes, ça fait partie de ça, et en particulier parce que les toilettes féminines sont toujours mieux parfumées, plus propres, etc. Et donc on peut y passer plus de temps que effectivement les toilettes masculines, c'est infect, donc je comprends qu'on n'ait pas envie d'y aller. Mais idem pour un ensemble d'endroits comme les bars, les vestiaires, etc. À l'école, c'est pareil, on élève les enfants ensemble, on leur fait faire les cours de chimie, les cours de maths, les cours de bio ensemble. Mais le sport, quand même, c'est sacré, on ne va pas leur faire faire du sport ensemble. On va pas. Or, il se joue énormément de choses au niveau du sport. Je ne parle pas ici du tout de questions de pudeur, etc. Mais... par exemple, une ancienne championne de football féminine, Nicole Abar, explique que la différence entre les hommes et les femmes se joue au moment où il s'agit d'envoyer une balle. Elle dit une balle est envoyée par une fille comme ça, alors qu'un garçon va l'envoyer comme ça. Et elle dit c'est au moment où en fait, le garçon découvre qu'il a une épaule, qu'il peut bouger, alors que la fille ne fait pas cette découverte-là, que toute l'égalité entre les sexes se joue.
Donc, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais enfin, je trouve cette image extrêmement forte pour dire qu'en fait, voilà, la pratique du sport séparé, je ne parle même pas du fait que les vestiaires soient séparés après, mais simplement la pratique des exercices physiques soit séparée, pose voilà, des problèmes en termes d'acquisition de la motricité, etc. Donc là, je cite toujours Goffman parce que je trouve qu'il a très bien analysé ces petits faits, comme justement voilà, les toilettes publiques. Le fonctionnement d'organes sexuellement différenciés en est cause. C'est parce qu'il y a des organes sexuellement différenciés qu'on sépare les toilettes. Mais il n'y a rien dans ce fonctionnement qui recommande, d'un point de vue biologique, une ségrégation. Si on décide, certes, on n'urine pas tous de la même manière, mais le fait qu'on décide de construire des toilettes séparées, par contre, ça, c'est un dispositif culturel, c'est un dispositif social. Il appelle ça de la réflexivité institutionnelle, puisque la ségrégation des toilettes est présentée comme une conséquence de la différence des sexes, alors qu'en fait, c'est une manière, dit-il, d'honorer, voire de produire cette différence. C'est-à-dire, oui, nous ne sommes pas tous pareils, nous urinons différemment, et donc on va consacrer ça dans l'instauration de 2 toilettes différentes. Ça pourrait être administré de manière différente. Imaginons des toilettes. Alors pas évidemment, il ne faut pas penser au rabais, c'est-à-dire imaginer que toutes les toilettes vont devenir aussi dégueulasses que les toilettes des hommes, mais on peut imaginer d'autres modes d'administration qui seraient plus efficaces pour tout le monde. L'autre question que je voudrais soulever à partir de ça, c'est la question des appellatifs. Monsieur, madame, mademoiselle, etc. Je me suis souvent fait reprendre justement en appelant une jeune femme madame par un autre homme qui me disait non, vous pourriez lui dire mademoiselle, et la dame du coup de se défendre. Ben oui, monsieur, vous pouvez quand même me dire mademoiselle quand même, je ne suis pas si vieille que ça. Enfin, voilà. Et en fait, la bizarreté finalement là, de l'état civil fait que, en fait, on vous demande de choisir entre monsieur, madame ou mademoiselle, sachant que donc il y a un marquage qui fait l'enjeu d'une négociation donc, entre les individus concernant ce statut de mademoiselle. Il y a celles qui revendiquent le mademoiselle, mademoiselle Catherine Deneuve, il y a peut-être des traditions chez les actrices, etc., mais il y a celles qui revendiquent madame, ah non madame, regardez, j'ai une alliance, enfin, voilà. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu symétrique concernant les garçons, la catégorie mondamoiseau ayant disparu depuis longtemps. Et donc, mademoiselle ou mondamoiseau, bah, ça a été l'objet d'un traitement administratif ici, une circulaire du Premier ministre Fillon en 2012 préconisait la suppression du terme mademoiselle de tous les documents officiels. Voilà. Donc ça ne veut rien dire concernant les pratiques, je peux continuer à appeler des gens si je veux dans la rue, mademoiselle, etc. Mais dans l'état civil, entre guillemets, enfin, dans les formulaires administratifs, on n'a plus la double appellation pour les femmes. En fait, ici, ça nous appelle à des questions sur ce que j'ai appelé le dispositif de galanterie. En fait. Le dispositif de galanterie, c'est un dispositif qui montre bien la manière dont les femmes sont traitées en société. Le dispositif de galanterie, on pourrait dire, c'est ce qui fait que les femmes ne se sentent pas du tout défavorisées dans la société. Ça a pu vous surprendre tout à l'heure quand j'ai traité des femmes avec les noirs, les aveugles, les obèses, etc., en disant c'est une catégorie défavorisée. Mais la plupart des femmes ne se sentent pas du tout être une catégorie défavorisée de la société parce que, en fait, grâce au dispositif de galanterie, elles ont un certain nombre de bénéfices corollaires au statut d'être défavorisées. C'est-à-dire, elles sont élevées d'une manière où, par exemple, elles ne pourront pas soulever leur valise dans l'escalier du métro ou pour le mettre sur l'étagère du train, là, le porte-bagages, mais le dispositif de galanterie leur assure un certain nombre de protections corrélatives. On leur laissera une place dans le métro, on leur tiendra la porte et on portera leur valise. Voilà. Donc, effectivement, les femmes peuvent être désavantagées dans leur rémunération, dans leur atteinte dans leur emploi, etc., dans l'accès à certaines professions, mais elles vont être exemptées de travaux pénibles, elles vont bénéficier de traitements, disons, protecteurs. Les pratiques légales concernant le nom ont été assouplies. Par exemple, si vous vous mariez aujourd'hui, on vous demande de choisir qui va être le premier époux et qui va être le second époux. D'accord ? Il n'y a plus obligatoirement monsieur le premier époux, madame le second époux. Vous pouvez
si vous le souhaitez, mettre madame en premier et monsieur en second. Voilà. C'est laissé à l'arbitrage de chaque famille. Ma question ici, c'est pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas simplement l'ordre alphabétique? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on surcharge ces catégories premier époux, second époux d'une sorte d'enjeu de négociation à l'intérieur des couples? Pourquoi est-ce qu'on charge symboliquement ces rangs 1 et 2 alors qu'on pourrait dire simplement, voilà, il y a 2 époux dans un mariage, il faut en mettre un en premier et un en deuxième dans le livret de famille, ben on va prendre l'ordre alphabétique des noms. Voilà. Et du coup, par exemple, idem pour le nom de famille, hein, on peut aujourd'hui choisir de garder le nom de l'épouse, le nom de l'époux, les deux, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas une règle assez simple qui concernerait, qui s'appuierait sur l'ordre alphabétique, voilà. C'est-à-dire un critère complètement abstrait qui dépouillerait ces questions-là de leur aspect symbolique. Bon, disons, pour résumer simplement sur le dispositif de galanterie, un ensemble de gestes ritualisés qui permettent aux hommes de rappeler aux femmes qu'ils les considèrent comme des êtres fragiles et précieux, qu'il convient de protéger des dures réalités de la vie. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes ne protestent pas contre massivement contre leur statut défavorisé de femme? C'est qu'elles revendiquent un ensemble de valeurs, la maternité, l'émotion, le soin, etc., et l'attrait sexuel également, qui font que, eh bien, elles ont une sorte d'intérêt à maintenir le monde tel qu'il est. Hein. Et toute mesure qui semble porter atteinte à ce fonctionnement symbolique est considérée de manière comme une agression, aussi bien par les hommes que par les femmes. Je rappelle simplement ce que j'ai appelé ici rapidement l'affaire Mastier. Hein, c'est quand Sandrine Mastier était donc présidait une séance à l'Assemblée nationale et qu'un député s'obstinait à l'appeler Madame le Président, alors qu'elle avait donné comme consigne d'être appelée Madame la Présidente. Alors là, pareil, elle a obtenu des sanctions contre ce député qui ont été suivies de longues lettres de protestation de tout l'état-major de ce qu'était à l'époque l'UMP pour prendre la défense de ce pauvre député qui n'avait fait que respecter la langue française, en fait. Hein. Donc voilà, quand une femme demande d'être appelée Madame la Présidente, pourquoi est-ce que ça choque tout le monde? Alors oui, on pourrait dire Madame la Présidente, ça désignait dans l'étiquette la femme d'un président et non pas une femme présidente. Donc voilà, c'est là-dessus que les enjeux se sont portés. Mais voilà, est-ce qu'on est condamné à perpétuer jusqu'à la nuit des temps des usages linguistiques un peu caducs et sexistes? Et donc, pour revenir sur ma question de monsieur, madame, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est pourquoi quand on rencontre quelqu'un, on est immédiatement obligé, par cette fait de dire bonjour monsieur ou bonjour madame, je ne parle même plus de mademoiselle là, mais d'instaurer l'interaction qui s'instaure, enfin, de mettre la relation qui s'instaure sur le plan sexuel immédiatement en situant l'individu dans une case genrée, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un appellatif neutre? Bonjour, camarade humain, voilà. Finalement, dans plein d'interactions, ça suffirait largement. Hein. Mais non, on est obligé de dire bonjour toi en tant que femme, bonjour toi en tant qu'homme. Donc ce que disent monsieur et madame. Ces interpellations, ces appellatifs, quoi, initient en fait les interactions par des formulations en termes de sexe, introduisant en quelque sorte dans toutes nos interactions sociales cette mythologie sexuelle très chargée, hein, dont j'ai rappelé quelques éléments, et faisant qu'au finalement, on n'a jamais affaire à des êtres humains, mais toujours à des individus appartenant à une certaine catégorie marquée dans un sens ou dans l'autre. Alors évidemment aussi, une des questions que je me suis posées concernant l'effacement des sexes de l'état civil, c'est pas seulement qu'on pourra peut-être plus mesurer les inégalités, etc. C'est aussi comment est-ce qu'on va organiser les compétitions sportives. Parce que s'il est un lieu où le marquage des sexes est extrêmement puissant, c'est dans le sport. On parle de Coupe du monde de football, en réalité c'est la Coupe du monde masculine qu'on appelle le mondial. Quand il s'agit de football féminin, on dit la
La Coupe du Monde féminine, on précise. D'ailleurs, c'était très intéressant, elle a eu lieu cet été au Canada, et elle a eu lieu sur des terrains en gazon synthétique. Pourquoi? Alors, c'est comme ça, hein, c'est au Canada, il y a des gazons synthétiques. Mais la Coupe du Monde masculine ne serait jamais pu se dérouler sur un gazon synthétique, parce que le gazon synthétique a des qualités, on va dire, qui rendent le jeu beaucoup plus difficile. Elle favorise les blessures. Imaginez un tacle sur un gazon synthétique, ben, vous avez la jambe complètement brûlée. Enfin, vous voyez. Donc, il y a bien une Coupe du Monde féminine, mais alors on n'entend presque pas parler. Et puis, il y a comme ça des éléments complètement sidérants, si vous voulez, qui font que ce football féminin, c'est pas seulement qu'il rapporte moins d'argent, etc. C'est aussi que voilà, on se permet de l'organiser sur un terrain synthétique, alors qu'on ne le ferait jamais pour le football masculin. Donc, c'est vraiment le marquage des sexes dans le sport. C'est pas seulement que les hommes et les femmes jouent séparément, c'est qu'il y a vraiment, au niveau symbolique, la nation est complètement identifiée à ces équipes masculines, beaucoup moins hein, aux équipes féminines. Et pourquoi? Ça peut être questionné, en fait. Alors, pareil, on peut se moquer de ma proposition en disant « ça y est, c'est la fin des doubles mixtes ». D'ailleurs, c'était une épreuve qui n'était pas très intéressante au tennis. Ou, voilà. Mais plus largement, on pourrait se dire, si on dit on va faire par exemple des courses de 100 mètres sans séparer les hommes et les femmes, il n'y aura plus de femmes dans le palmarès, jamais. Elles vont être balayées. Voilà. Idem en natation, idem. Voilà. Donc, est-ce que les femmes n'ont pas énormément à perdre à supprimer le sexe ou l'organisation sexuée des compétitions sportives? En fait, il faut s'interroger sur la manière dont on essaye, parce que l'objectif du livre, c'est de réfléchir sur la notion d'égalité, la manière dont on essaye d'atteindre l'équité entre les concurrents. Il y a plusieurs manières de le faire. Pour atteindre l'équité entre les concurrents, on pourrait prendre des candidats extrêmement divers et simplement, on va dire, compenser le handicap ou donner un handicap à ceux qui semblent pouvoir courir plus vite ou qui sont plus grands, etc. Donc on pourrait atteindre l'égalité ou l'équité, pardon, par plein de dispositifs. Ce n'est pas celui-là qu'on a choisi. On atteint l'équité entre les concurrents par une hypersélection qui fait qu'au niveau auquel se joue la compétition, finalement, il y a tellement plus de différence entre les individus qu'on a hypersélectionnés qu'on considère qu'ils sont tous de la même valeur et que, par là, la victoire viendra à celui qui pourra fournir le petit effort supplémentaire. D'accord ? L'effort marginal devient le facteur déterminant. Mais on pourrait imaginer des compétitions qui seraient organisées tout à fait différemment et qui seraient néanmoins équitables. D'accord ? En particulier, on pourrait, par exemple, choisir d'organiser les compétitions non plus par le sexe, mais par la taille, par exemple, ou par le poids, ou en fonction de différents facteurs. Différents facteurs qui pourraient recouvrir, d'ailleurs, la division des sexes, la différence des sexes, mais qui ne la recouvriraient pas nécessairement. Donc ça, ce sont des pistes qui ont été explorées par Anaïs Beauhuon dans ce livre, qui est paru sur le test de féminité dans les compétitions sportives, et puis qui a été réédité récemment sous le titre « Catégorie d'âme ». Mais c'est sur cette question de, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, régulièrement, les compétitions olympiques, etc., sont secouées par le fait qu'on cherche à déterminer si tel athlète femme est bien une femme, et pas un homme qui essaierait de réussir en allant dans une catégorie plus facile. Voilà, ce genre de choses. Donc, il me semble que si on organisait les catégories sportives indépendamment du sexe des athlètes, ce genre de questions deviendrait complètement caduque, en fait. On s'en fiche de savoir si c'est un homme ou une femme. Ce qui nous intéresse, c'est la performance qui est réalisée. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation, en fait. L'objectif, en supprimant le sexe de l'état civil, ça n'est pas, vous l'aurez compris, seulement de proposer à l'administration de l'État une simplification de ces formulaires. Ça n'est pas seulement de supprimer une ligne sur nos cartes d'identité, même si, comme j'ai essayé de vous le montrer, après tout, on pourrait faire ça assez facilement et je ne pense pas que ça aurait d'incidence énorme.
le sexe pourrait disparaître des papiers d'identité, au même titre que la race ou la religion n'y figurent pas, et puis on se débrouillerait très bien sans. Mais mon objectif, vous l'avez compris, c'était plutôt la deuxième partie de l'exposé, concerne également cette idée que nous vivons dans un carcan binaire en fait, qui est extrêmement fort, hein, particulièrement pour ce qui concerne l'éducation des enfants. Et ma question, c'était évidemment d'essayer de proposer un autre arrangement des sexes pour les enfants, c'est-à-dire d'essayer de permettre aux enfants de vivre dans un monde qui n'est pas de sexe, dans la mesure où finalement les enfants ont le temps, en fait, on va dire, hein, d'être sexualisés. Donc c'est ce que j'ai appelé un monde barbapapa, au sens où chez les barbapapa, vous voyez ce que c'est? Oui. Donc, voilà. Les barbapapas, c'est très flexible, ça fait plein de choses, mais surtout ce qui m'a intéressé chez les barbapapas, c'est qu'en fait, il y a bien sûr la barbabelle obsédée de beauté, de bijoux, etc. Il y a le barbidur qui est sportif, etc. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire le fait qu'on puisse essayer de travailler à éveiller les enfants à autre chose qu'à « toi, ma fille, tu seras belle, toi, mon garçon, tu seras grand et fort ». Et on peut les éveiller à la musique, à la nature, à la littérature, à je ne sais pas quoi, aux échecs, comme l'a fait Paul Gare. Enfin, vous voyez, il y a plein d'autres horizons qu'on peut... Et il y a plein d'autres manières d'organiser les magasins de jouets et le marché des jouets qui pourraient être peut-être plus enrichissantes en termes d'épanouissement du potentiel humain. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce qui m'a intéressé dans toute la fin de l'exposé, c'est pourquoi est-ce qu'on fait en permanence référence à la différence des sexes dans plein d'éléments de l'organisation sociale, comme le fait d'uriner, comme le fait de s'appeler monsieur, madame, alors qu'on pourrait s'en passer? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de rappeler cette sorte d'inscription mythique dans une nature, en fait, alors que sur tous les autres domaines de la vie humaine, on s'en fiche complètement de la nature, hein. C'est-à-dire, on construit des musées, on construit des tribunaux, on fait la guerre avec des canons, etc. Tout ça, ça n'existe pas dans la nature. Et à aucun moment on dit « Ah non, non, mais la nature ne nous a pas donné, par exemple, l'avion ». Si quelqu'un aujourd'hui dirait « La nature ne nous a pas donné l'avion », ce serait quelqu'un qui serait, par exemple, très sensible à l'impact de l'avion sur le réchauffement climatique, par exemple. Ce serait un raisonnement intéressant, mais c'est assez rare qu'on reproche aux avions de ne pas être dans la nature humaine. Mais pourtant, sur un point, la différence des sexes, il semble que les humains soient particulièrement braqués sur la question de « nous devons rester fidèles à la nature et calquer cette nature dans l'ensemble des manifestations de notre vie sociale ». C'est quelque chose qui, pour moi, reste encore une matière à étonnement. Enfin, en proposant cet effacement des sexes de l'état civil, qui est une mesure, je disais, que très peu de gens réclament, je suis conscient de faire un peu, de décréter l'impossible, de dire bah, demain allons-y, faisons-le, supprimons les sexes de l'état civil et puis chiche ou advienne que pourra, nous verrons ce que ça produit comme effet sur nous, dans notre société. Je n'hésite pas ici à me mettre en comparaison, enfin en parallèle avec les plus grands fondateurs de religion et de morale. Par exemple, quand on a proféré cette phrase absolument impossible, « aimez vos ennemis », tout le monde s'est indigné, parce que aimer vos ennemis, ça n'est pas possible, on doit les détester. Mais quand un fondateur de morale a dit « il faut aimer vos ennemis », ça a transformé l'ordre du monde. Et donc, de manière un peu ironique et pour sortir sur une note optimiste, hein, je vous propose de décréter l'impossible et donc de dire « effaçons les sexes de l'état civil » et vous allez voir l'ensemble d'effets merveilleux que cela va produire sur la société. Voilà, merci de votre attention.